La campagne Quantitative Easing for the People est une campagne qu'on a lancée en février, lancée par le mouvement Positive Money, qui vient de Grande-Bretagne. Et très rapidement s'est formée une sorte de coalition entre différentes organisations et associations françaises que vous voyez sur l'écran ici, notamment le Mouvement français pour un revenu de base, le collectif Roosevelt, la fondation Nicolas Hulot et le mouvement SOL, qui est un mouvement de monnaie locale complémentaire, de promotion des monnaies locales, et la revue Économie et Politique. Je vais pas m'attarder plus longtemps, je vais laisser parler Stanislas Jourdan, qui est donc le coordinateur à l'échelle européenne de cette campagne de promotion d'une voie alternative pour le quantitative easing. Voilà. Merci Léo, bonjour à tous. Effectivement, je représente l'organisation qui s'appelle Positive Money, qui est une organisation qui existe depuis 5 ans en Angleterre et qui en fait vise à démocratiser la création monétaire en Angleterre et dans le reste du monde. Pourquoi en fait Positive Money lance cette campagne en zone euro? Donc il y a toute une histoire attachée à ça. Vous n'êtes pas sans savoir que les politiques dites de quantitative easing existent en fait, ne sont plus tout non conventionnelles en fait. Ça fait 20 ans que la Banque du Japon par exemple fait ce genre de politique en rachetant massivement la dette du gouvernement japonais. Depuis 2008, on a une accélération de ce genre de politique partout dans le monde. Et en fait, en Angleterre, Positive Money existe depuis 5 ans, on a vu en Angleterre les effets du quantitative easing. Et dans un paper publié par la Banque d'Angleterre elle-même, la Banque d'Angleterre dit que, selon leurs calculs, le quantitative easing aurait bénéficié davantage aux 5% les plus riches qu'au reste de la population. Pourquoi? Parce qu'en rachetant massivement des titres, des actifs sur les marchés financiers, ça bénéficie à ceux qui ont un portefeuille financier, et donc naturellement ceux qui ont des actifs financiers, donc les plus riches. Et Positive Money, à l'époque, on a été pris un peu de court par rapport à ce débat-là, et finalement on s'est dit le quantitative easing c'est une forme de création monétaire publique, on pourrait en faire quelque chose de mieux. Et donc c'est pour ça que quand la BCE quand le débat en zone euro a commencé à venir sur la possibilité en Europe de faire un quantitative easing, plusieurs personnes à travers l'Europe, dont moi, nous sommes dit on devrait se saisir de cette opportunité pour essayer de changer le débat autour de cette idée. D'autant que, en fait, à l'origine, le quantitative easing, la première personne qui a lancé ce terme, il s'appelle Richard Werner, c'est un économiste allemand, professeur à Southampton, en Angleterre. Et en fait, en 1995, il conseillait la Banque du Japon. Mais pour lui, la définition de QE, donc de quantitative easing, c'était une création monétaire pour des transactions contribuant au PIB. Et dans une conférence qu'on a organisée récemment à Bruxelles, donc à peu près 20 ans après le début du QE au Japon, il disait maintenant le terme a été complètement détourné puisque le QE ne contribue pas du tout aujourd'hui vraiment à la croissance économique. Si tant est que la croissance, ce sera un autre débat, mais en tout cas, l'inventeur même du QE dit aujourd'hui que cette politique est inefficace et il faut passer à autre chose, il faut flécher la création monétaire vers des activités qui contribuent réellement au PIB. Donc d'où vient un peu cette idée de quantitative easing for the people ou quantitative easing pour le peuple? C'est notamment 2 économistes qui en 2012 ont lancé ce terme et qui ont inspiré fortement le travail qu'on fait aujourd'hui dans cette campagne. Steve Keen et Anatole Kalecki. Donc Steve Keen, grand économiste australien, Anatole Kalecki, commentateur financier, avec 2 approches différentes. Steve Keen disait que c'était finalement une forme de jubilé de la dette, un peu revisité, dans le sens où en fait si on donne de l'argent à la population, dans le contexte d'une économie surendettée et notamment d'une bulle de dette privée, et bien finalement tous ceux qui sont endettés aujourd'hui, tous les ménages qui sont endettés utiliseraient directement cet argent pour rembourser leur emprunt à la banque ou d'autres types de dettes, et donc que ça permettrait de réduire la bulle de dette. Anatole Kalecki, lui, était beaucoup plus pragmatique, il n'allait pas aussi loin, il disait simplement
au lieu d'injecter des milliards dans les marchés financiers, si tant est qu'on veut relancer, obtenir un peu d'inflation, voire même un peu de croissance, soyons ambitieux, eh bien, ce serait beaucoup plus efficace de distribuer l'argent directement à la population. Donc, quand la BCE a commencé le quantitative easing en Europe, ou du moins l'a annoncé, donc c'était en janvier 2015 qu'ils l'ont annoncé et en mars 2015 qu'ils l'ont commencé, j'ai fait partie des personnes qui se sont dit il faut pourquoi pas lancer cette idée de quantitative easing for people, au moins comme un slogan, pas comme une proposition très définie, mais comme pour changer le débat. Et donc très rapidement, en quelques semaines, on a réussi immédiatement à déjà réunir 19 économistes qui avaient signé cette lettre au Financial Times pour dire que déjà ils anticipaient déjà l'échec futur du QE en Europe et qu'il fallait d'ores et déjà préparer autre chose et penser autre chose. Suite à ça, Posimonet a décidé de lancer une véritable campagne et j'ai été embauché pour réaliser ce travail. Donc qu'est-ce qu'on entend par quantitative easing for the people dans le cadre de cette campagne, puisque il y a beaucoup de mots, beaucoup de termes qui sont utilisés pour décrire d'autres types de politiques monétaires. Très rapidement, en fait, comme je disais, c'est pas une campagne où on a une proposition très définie, c'est un slogan avant tout, c'est une perspective. Et donc, ce qu'on inclut en fait dans le terme de quantitative easing pour le peuple, il y a à la fois donc une approche de ce que les économistes appellent aussi l'hélicoptère monnaie, l'hélicoptère monétaire, qui vise donc à donner directement de l'argent aux citoyens, quelque chose qui ressemble un peu à un dividende citoyen ou un revenu de base. Mais on inclut aussi d'autres types de propositions qui vous seront présentées un peu plus tard, qui visent à financer directement des investissements publics, voire même des services publics en Europe. Donc voilà. Les objectifs principaux de la campagne, très brièvement, il y en a beaucoup différents selon les perspectives de ces défenseurs, mais globalement l'idée c'est de sensibiliser les citoyens aux conséquences des politiques monétaires actuelles, sur les enjeux en fait, de la création monétaire et sur comment on pourrait imaginer quelque chose de plus efficace et de plus juste. Animer un débat, si possible éclairé, sur les alternatives. Donc on va vous présenter un peu un échantillon du débat actuel sur le débat en zone euro. Et finalement, le but c'est de créer un rapport de force, créer des conditions favorables à ce que ce genre de politique soit mise en œuvre en zone euro le plus rapidement possible. Comme Léo l'a dit tout à l'heure, donc c'est une campagne que Posimonet a initiée, mais est-ce que vous m'entendez ? C'est une campagne qui a été initiée par Posimonet, mais qui a été rapidement soutenue par d'autres organisations. Donc voici un petit échantillon. En France, donc, le collectif Roosevelt a été la première organisation à répondre à l'appel. Le mouvement pour le revenu de base également, et je ne vais pas toutes les citer, mais donc on a 23 organisations aujourd'hui qui défendent cette coalition, qui font partie de cette coalition. Et la liste continue de grandir. Je l'évoquais tout à l'heure, on a organisé une conférence au Parlement européen en février qui a été co-organisée avec le soutien de 3 députés européens, Molly Scott Cato, écologiste britannique, Fabio De Masi de la gauche radicale allemande et donc il est allemand, et Paul Tang, socialiste néerlandais. On a également donc réussi à obtenir le soutien de 110 économistes à travers l'Europe qui ont signé une courte déclaration de soutien, donc, qui inclut David Graeber, Francesco Pola, Steve Keen, Stefano Fassina, qui est l'ancien ministre adjoint des Finances en Italie. Et en France, là je vous donne une petite sélection, Yann Oulé-Boutang, Gaël Giraud, Jacques Sapir et d'autres, enfin voilà, vous pourrez accéder au slide, Alain Grandjean. Voilà, on a fait quelques actions de terrain également, à Rome, ça c'était lors de la COP21 à Paris, et plus récemment à Lisbonne lors d'une visite de Mario Draghi au Portugal. Vous n'êtes pas sans savoir que le débat a énormément évolué depuis quelques mois, en fait précisément depuis le 10 mars, puisque lors d'une conférence de presse, Mario Draghi a répondu à une question de journaliste en disant l'hélicoptère monnaie est une question très intéressante, tout en précisant que la BCE n'était pas encore
en train de l'étudier ou de même d'y penser. Mais malgré tout, juste pour vous donner une idée de l'ampleur, de l'impact d'une telle déclaration, voilà les statistiques que fournit Google sur le nombre sur la quantité de personnes qui ont fait une recherche Google en tapant hélicoptère monnaie. Donc hélicoptère monnaie, c'est une façon, c'est une forme de quantitative easing pour le peuple. C'est pas la seule, on verra un peu plus dans le détail, mais ça montre vraiment l'impact des déclarations de Mario Draghi et le fait que le débat aujourd'hui est beaucoup plus ancré dans les médias. Je vais intervenir sur ce sujet le plus rapidement possible pour laisser la place aux autres. D'un point de vue plutôt pratique, puisque ayant travaillé à la Banque de France pendant un certain temps dans les services de marché, j'ai eu une expérience concrète de ce que c'est que d'injecter de la monnaie centrale dans le système bancaire ou dans les marchés financiers. Et donc je vais plutôt faire quelques rappels, je pense qu'ils sont plutôt des rappels que des informations nouvelles pour les participants, sur la façon dont ça se passe aujourd'hui. Et puis Isabelle Coupé-Soubiran éclairera tout ça en s'appuyant davantage sur les ressources de l'analyse macroéconomique. Voilà. Donc... Vous allez les effrayer, là. Non, mais il en faut. On fait des choses sérieuses. Donc tout le monde sait que si la Banque Centrale Européenne s'est mise à faire des choses qu'elle refusait absolument de faire quand elle a été créée, comme par exemple acheter des titres publics ou refinancer des crédits qui ne sont pas à côté AAA, elle l'a fait parce qu'elle a été confrontée à une crise financière dont on n'a pu sortir que par une immense contribution des banques centrales, et parce que même après la fin de cette crise financière, les conditions économiques sont restées... Quand les conditions économiques sont restées insatisfaisantes, puisqu'on on est toujours sous le coup d'une menace de ce qu'on appelle la déflation. Et donc, pour faire ça, une chose qu'on sait peut-être moins, c'est qu'en réalité, ça passe par deux canaux. Le premier, c'est celui dont on parle beaucoup, c'est l'achat de titres sur le marché financier. C'est le quantitative easing proprement dit, qui a été lancé de façon sur une très grande échelle à partir de l'année dernière. Et aujourd'hui, on arrive à un total, alors en comptant les opérations du plan actuel de quantitative easing, plus des achats de titres antérieurs qui avaient été déjà engagés dans des cadres un peu différents, on dépasse 100 milliards d'achats de titres dans le bilan consolidé de l'eurosystème, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, plus les banques centrales nationales, les 18 banques centrales nationales qui constituent ensemble en réalité la Banque Centrale de la zone euro. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Mais il y a aussi ce que la Banque Centrale Européenne fait depuis le début, c'est qu'elle prête de l'argent aux banques pour refinancer les crédits qu'elle accorde aux agents économiques publics ou privés. Et ça n'a pas disparu, ça continue. Et donc ça atteint actuellement l'ensemble des concours de l'eurosystème aux établissements financiers de la zone euro, c'est de l'ordre de 500 milliards dans le dernier état financier de l'eurosystème. Et alors si on regarde un tout petit peu plus près, on voit les ordres de grandeur que ça représente. Les opérations principales de refinancement, c'est ce que la BCE fait depuis le début. Donc c'est les opérations hebdomadaires auxquelles s'applique le célèbre REFI, donc le taux de refinancement de la BCE qui est aujourd'hui à 0%. Et puis petit à petit, à l'occasion en quelque sorte de la crise, elle s'est mise à développer des opérations de refinancement plus favorables, à plus long terme, et à des taux éventuellement également plus favorables que les opérations principales de refinancement. Et actuellement, elle est engagée dans un programme dit de opération de refinancement à long terme ciblée, à horizon de 4 ans, à un taux de 0%, qui peut même descendre à moins 0,4%, mais à une condition, c'est que les banques prêtent aux entreprises. Donc il y a une espèce de tentative de ciblage qui reflète en réalité les difficultés d'un arrosage des marchés financiers sans aucune sélectivité. Et puis par là-dessus, viennent de se rajouter de plus en plus d'achats de titres. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit qu'on est en train de monter 80 milliards par mois d'achats de titres publics ou privés, principalement publics, sur les marchés. Ce qui alors donne comme effet que le bilan de la Banque Centrale Européenne et des autres banques centrales nationales, donc de l'eurosystème, augmente.
Et on voit qu'on est en train de rattraper le niveau qu'on avait au plus fort de la crise, au moment où la Banque centrale européenne, en réalité, remplaçait le marché monétaire. Donc c'est un signe intéressant de la gravité de la situation, d'une certaine façon, à travers principalement ces achats de titres dont on a vu l'impact tout à l'heure. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que pendant que la Banque centrale européenne injecte massivement des liquidités sur le marché, une partie de ces liquidités, une partie non négligeable, reste inutilisée en compte, conservée par les banques sur leur compte à la Banque centrale européenne, ou plus exactement dans la Banque centrale nationale du pays où ils sont implantés. Et donc c'est de l'argent qui est totalement inutile du point de vue du financement de l'économie. Et donc, c'est tout le problème, c'est que si la Banque centrale européenne achète des titres sur le marché financier, ce sont les financiers qui ont acheté les titres qui vont décider ce qu'ils font de cet argent, de l'argent qu'ils reçoivent en contrepartie des titres qu'ils vendent. Mais si elle refinance les banques sur le marché interbancaire, ce ne sont toujours pas les citoyens qui vont décider. Ce sont les banques qui vont décider à qui elles prêtent. Éventuellement, si on les pousse à prêter aux entreprises, ce seront les chefs d'entreprise qui vont décider à qui elles prêtent. Mais ce ne seront pas les citoyens, ni les salariés de l'entreprise, ni les citoyens dans les territoires, etc. Et donc le résultat, et je vais très vite là-dessus, c'est qu'on observe, pour prendre le cas de la France, on voit bien que dans les activités des banques françaises depuis 20 ans, et même au-delà, la part des crédits aux agents non financiers diminue au profit d'un gonflement des opérations. Et dans ces opérations, il y a beaucoup d'opérations qui sont des opérations purement financières qui consistent à prêter à des spéculateurs ou à acheter des titres sur le marché financier. Et le résultat, on l'a vu en 2007, quand le prix des titres financiers atteint des niveaux démesurés, ça provoque éventuellement des catastrophes, et on voit qu'on est en train de repartir vers la prochaine catastrophe, et beaucoup de gens disent que la prochaine catastrophe sera pire que la précédente. Donc je m'en tiens là en concluant simplement sur l'idée qu'on va avoir dans les propositions qui vont être présentées ici des propositions assez diverses et assez variées, mais je pense que le point commun c'est ça, c'est que la critique que nous portons à la politique actuelle, c'est que les décisions qui sont prises ne sont absolument pas des décisions démocratiques qui seraient prises avec la participation des citoyens. Je m'appelle Jésabelle Coupé-Soubéran et je suis économiste à l'université de Paris 1, ainsi qu'au CEPI, qui est un centre d'études. En cela étant, ce que je vais dire ici reflète mes opinions personnelles et pas celles des institutions auxquelles j'appartiens. Moi, il me semblait quand même intéressant de dire en préambule que c'est assez facile et c'est dans l'air du temps de blâmer les banques centrales. D'accord ? De blâmer les banques centrales, de les accuser de tous les maux. Et d'ailleurs, alors j'espère que Christopher n'en prendra pas ombrage, mais c'est une petite pique envers les économistes de banque. Je trouve que ce sont les économistes de banque qui le font le mieux, qui blâment le plus les banques centrales, parce que ça les arrange un peu, au fond, de détourner le projecteur. En braquant le projecteur sur l'action des banques centrales, ça permet aux économistes de banque de détourner le projecteur de leur propre responsabilité, de celle qu'ils ont dans la crise actuelle. Alors, cela étant, nous sommes réunis ici plutôt pour dresser un constat d'échec, pas pour nous faire les avocats des banques centrales et en particulier de la Banque centrale européenne. Donc, je vais tâcher, si vous voulez, d'être assez pondéré, et je voudrais évoquer un premier point comme élément d'éclairage de ce constat d'échec. Pourquoi est-ce que la Banque centrale européenne échoue dans son action actuelle ? Eh bien, déjà parce qu'elle est toute seule. D'accord ? Elle est toute seule. En fait, il me semble qu'une grande part de l'explication du problème actuel, c'est la solitude de la Banque centrale européenne. Pourquoi est-ce qu'elle est toute seule ? Parce qu'elle supporte, si vous voulez, le poids de l'ajustement, on va dire un gros mot un peu jargonneux des économistes, de l'ajustement macro-conjoncturel dans la zone euro. C'est-à-dire que c'est à elle toute seule, d'accord, d'essayer d'ajuster la conjoncture, de s'adapter, si vous voulez, au soubresaut de la conjoncture. Normalement, quand on mène une politique économique dans une zone, eh bien, on essaie de combiner plusieurs instruments, d'accord ? On ne joue pas que sur la politique monétaire. On essaie de mixer des instruments. Et voyez, par exemple, avant la crise, si on avait réussi à combiner la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne avec
des instruments de surveillance globale du système financier et notamment des instruments d'ajustement de la quantité de crédit distribué, eh bien, on aurait évité la catastrophe en Espagne, en Irlande. D'accord ? Si pendant la crise, on avait réussi au niveau européen à combiner la politique monétaire et une politique budgétaire digne de ce nom en Europe, eh bien, on aurait beaucoup mieux combattu cette crise. D'accord ? On n'a rien fait de tout cela. On n'a pas, si vous voulez, ce que les économistes appellent un policy mix, c'est-à-dire une combinaison de politiques économiques en Europe. Nous n'avons que la politique monétaire. Quand la politique monétaire agit seule, elle ne peut qu'échouer. D'accord ? Donc ça, c'est un premier élément pour éclairer ce constat d'échec. Élément suivant. Cette absence de combinaison de politique économique en zone euro est d'autant plus dommageable que cette politique monétaire qui fonctionne toute seule, eh bien, elle connaît un profond dysfonctionnement. Elle connaît un profond dysfonctionnement. Vous l'avez vu, elle a beau être ultra accommodante, vous avez entendu les chiffres quand même, 1113 milliards d'euros d'achat d'actifs en l'espace d'un an quasiment, 508 milliards de prêts aux banques, et malgré ça, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la zone euro. D'accord ? La croissance reste extrêmement faible. Alors, il y a la question de savoir quel type de croissance on veut, mais ça, effectivement, ça nous renvoie à un débat très vaste. Hein. Mais ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que la croissance reste atone, même s'il y a un petit redémarrage. C'est pas véritablement si ça va durer. Ce qu'on voit également, c'est que l'investissement reste vraiment complètement à plat et que l'inflation ne repart pas. D'accord ? C'est-à-dire que le niveau général des prix reste grosso modo à un taux de croissance proche de 0. D'accord ? Donc, ça veut dire que cette politique monétaire, elle ne fonctionne pas. La Banque centrale européenne, en dépit de l'argent qu'elle a essayé de mettre en circulation, eh bien, n'est pas parvenue à créer dans l'économie une capacité de dépense additionnelle. Parce que c'est ça qu'il faudra arriver à faire. Arriver à créer une capacité de dépense additionnelle et surtout une capacité de dépense d'investissement additionnelle. Parce que c'est ça qui crée le chemin de la croissance et qui crée... Alors après, tout dépend des types d'investissements, d'accord ? Mais si on réfléchit bien à ces investissements, on peut créer le chemin d'une croissance soutenable. Alors, pour comprendre pourquoi ça ne marche pas, d'accord ? Pour comprendre ce dysfonctionnement de la politique monétaire, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais je voudrais juste, si vous voulez, dire en 2 mots quel est le schéma, hein, grosso modo, que les banques centrales ont en tête lorsqu'elles mènent la politique monétaire. Ce que font les banques centrales, en gros, hein, c'est qu'elles font varier soit le prix, soit le volume de leur propre monnaie, ce que l'on appelle la monnaie centrale ou la base monétaire. D'accord ? Ça, c'est le jargon des économistes, la base monétaire. Donc, elles font varier le prix ou le volume de cette monnaie qu'elles créent elles-mêmes. Mais ça, attention, ce n'est pas la monnaie qui circule dans l'économie. Ce n'est pas la monnaie que vous avez sur votre compte en banque ou la monnaie que vous avez dans vos poches sous forme de pièces et de billets. En faisant cela, la Banque centrale espère justement faire varier la masse monétaire. La masse monétaire, c'est la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. C'est la monnaie que vous avez sur votre compte en banque ou dans vos poches. D'accord ? Et quand elles parviennent ainsi, avec les inflexions de la base monétaire, à faire varier la masse monétaire, elles espèrent avoir une influence sur le niveau de l'inflation. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, vous voyez qu'en fait, j'ai introduit 2 relations. Une relation qui va de la monnaie centrale à la masse monétaire, et puis une deuxième relation qui va de la masse monétaire, c'est-à-dire de la monnaie qui circule dans l'économie, à l'inflation. Eh bien, ces 2 relations, elles ne fonctionnent pas aujourd'hui. D'accord ? Ça ne fonctionne pas. Quand il y a augmentation de la base monétaire, c'est-à-dire de la monnaie de la Banque centrale, quand elle achète des actifs, quand elle prête aux banques, eh bien, ça ne fait pas augmenter plus que proportionnellement la masse monétaire. Ce qu'on appelle le multiplicateur monétaire est cassé. D'accord ? Si tant est que ça ait déjà, parce qu'il y a des débats, les économistes aiment bien débattre, il y a des débats sur le multiplicateur monétaire, certains disent de toute façon ce truc-là, ça n'a jamais marché, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors,
déjà, au niveau, si vous voulez, de ce premier dysfonctionnement, hein, au niveau de cette relation qui est cassée entre la base monétaire et la masse monétaire, il y a deux interprétations possibles qui ne sont pas contradictoires, hein, elles ne sont pas antinomiques, ces deux interprétations. La première, c'est peut-être que, justement, ce n'est pas la base monétaire, ce n'est pas la monnaie de la Banque centrale qui détermine la monnaie qui circule dans l'économie. Au fond, ce qui va déterminer la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, eh bien, c'est la demande de crédit, et plus largement, c'est la demande qui s'exprime dans l'économie, auquel cas, ça va impulser des demandes de crédit aux banques, et c'est à l'occasion des crédits que les banques distribuent que la monnaie est créée. D'accord ? Donc ça, c'est une première interprétation possible. Alors, si, encore une fois, je vous donne un élément de décodage du jargon des économistes, les économistes vont dire eh bien, la monnaie, ce n'est pas quelque chose d'exogène déterminé par la quantité de monnaie centrale, la monnaie, c'est quelque chose d'endogène. D'accord ? Il y a un formidable bouquin là, de Michel Aglietta qui vient de sortir sur la monnaie. Bon, bah, lui, c'est le théoricien de la monnaie endogène. D'accord ? Et puis la deuxième interprétation, qui n'est pas contradictoire avec la première, c'est de dire c'est un problème de transmission de la politique monétaire. C'est-à-dire que le chemin, si vous voulez, le canal par lequel la politique monétaire essaie de passer pour transmettre ses effets à l'économie, ben ce chemin, il est barré, il ne fonctionne pas, il est obstrué. Quel est ce chemin ? Quel est le canal ? Ben, en Europe, le principal canal de transmission de la politique monétaire, ce sont les banques. C'est le bilan des banques. Et pourquoi est-ce que ce canal aujourd'hui est obstrué ? Eh bien précisément parce que les banques n'orientent plus leurs ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit les ressources qu'elles obtiennent auprès de la Banque centrale, que ce soit les ressources qu'elles obtiennent auprès de vous avec vos dépôts, que ce soit les ressources qu'elles obtiennent massivement sur les marchés financiers, eh bien toutes ces ressources-là, elles ne les orientent plus vers l'économie réelle, elles les orientent vers les marchés. Ça tourne en boucle, d'accord, dans les marchés. Donc voilà mes deux interprétations possibles, pas contradictoires, d'accord, de cette première relation-là qui ne fonctionne plus entre la monnaie de la Banque centrale et puis la monnaie qui circule dans l'économie. Et puis, le deuxième endroit de dysfonctionnement du schéma que je vous ai présenté, c'est l'endroit où, normalement, il devrait y avoir un passage entre l'augmentation de la masse monétaire et puis l'inflation. Ça aussi, ça ne marche plus. Et déjà, avant la crise, ça ne marchait plus, de toute façon. Quand la masse monétaire croissait à grande vitesse, eh bien, ça n'engendrait plus d'inflation. D'accord ? Alors, les banques centrales, à ce moment-là, interprétaient la faible inflation, non pas comme un problème justement de dysfonctionnement de la politique monétaire, au contraire, elles y voyaient là tout leur succès. Elles se disaient, en fait, on est passé maître dans l'art de lutter contre l'inflation. Mais si elles avaient autant de maîtrise dans la lutte contre l'inflation, elles en auraient aussi dans la lutte contre la déflation. Manifestement, ce n'est pas symétrique. D'accord ? Manifestement, là, elles n'y arrivent pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Pourquoi est-ce que, quand la masse monétaire augmente, parce que là, je vous ai dit tout à l'heure que la masse monétaire n'augmente pas plus que proportionnellement, en tout cas dans les proportions qu'on attendrait, si vous voulez, par rapport à la base monétaire. Cela étant, elle augmente un peu. D'accord ? Dans la zone euro, sur l'année, c'est augmenté de 5%. Mais en dépit de ce 5%, eh bien, l'inflation reste quasi à zéro. D'accord ? Pourquoi ça ? Parce que, tout simplement, si vous voulez, l'inflation, ce n'est pas qu'un phénomène monétaire. D'accord ? Ce qui fait l'inflation, ce n'est pas simplement la plus ou moins grande quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Il y a bien d'autres éléments, et en particulier tout ce qui se passe sur les marchés de matières premières. On voit bien que ça détermine plus, si vous voulez, l'inflation que la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. En outre, cette quantité de monnaie qui circule beaucoup, la masse monétaire qui augmente, et en fait vous en avez une grande partie qui repart sur les marchés financiers, qui fait augmenter les prix d'actifs, et ces augmentations de prix d'actifs, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'inflation. D'accord ? Si on élargissait la mesure de l'inflation, parce que vous savez que ça mesure le prix des biens et services, si on élargissait ça au prix des actifs financiers, on aurait sans doute, d'accord, une autre vision des choses, mais ce n'est pas celle que retiennent les banques centrales. D'accord ? Donc, bon, tout ça pour dire que cette politique monétaire ultra accommodante actuelle, eh bien, elle ne parvient pas à nous sortir véritablement d'une situation de déflation larvée. Que peut faire de plus la Banque centrale européenne ? Ben ça va être la suite, des débats. Alors, il y a une option qui ne va pas être évoquée tout à l'heure, dont on peut dire juste un mot, s'il me reste une minute.
c'est les fameux taux négatifs. Vous avez entendu parler de taux négatifs, ça c'est assez surprenant. Alors ça ne surprend pas que les citoyens, les taux négatifs, ça désarçonne pas mal les économistes aussi. D'accord ? Il y a, alors pour certaines banques centrales, des taux négatifs, c'est-à-dire que certaines banques prêtent aux banques de second rang un taux négatif, c'est-à-dire que les banques vont rembourser moins, d'accord, que ce qu'elles ont emprunté. Alors, les taux négatifs, dans le cas de la zone euro, ça concerne en fait essentiellement les taux auxquels les banques placent, déposent, si vous voulez, leur argent sur leur compte à la banque centrale, justement pour essayer de faire en sorte qu'elle le fasse davantage circuler et qu'elle ne le laisse pas trop dormir. C'est une façon de les décourager de laisser cet argent sur leur compte à la banque centrale. Et Denis l'a dit, il y a aussi, dans le cadre des opérations de refinancement, la possibilité d'un prêt à taux négatif si les banques ont suffisamment de crédit aux entreprises, à leur actif. D'accord ? Mais il y a d'autres banques centrales qui prêtent à taux négatif. Il y a des États qui empruntent à taux négatif, l'État français, l'État allemand, sur certaines échéances. Est-ce que c'est la bonne option, ça, les taux négatifs ? Est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas essayer d'aller plus loin dans les taux négatifs ? Parce que les taux négatifs, à qui ça profite, à qui ça pose problème ? Ça profite à ceux qui ont des emprunts, ou qui empruntent, et ça pose problème, à ceux qui sont rentiers, en quelque sorte, aux épargnants nets, si vous voulez. Donc, c'est au fond une façon de remédier un peu aux inégalités, pratiquer ce que Keynes appelait en son temps l'euthanasie des rentiers. Cela étant, ça pose un autre problème quand même, ces taux négatifs, c'est que ça écrase complètement tous les taux. D'accord ? Et donc, quand les taux sont complètement écrasés, vous n'avez plus de prix du risque. Et surtout, quand les taux sont complètement écrasés, les agents financiers qui sont à la recherche de rendement vont se mettre en quête d'actifs risqués qui rapportent un peu plus. Et donc, si vous voulez, ça peut, au contraire, stimuler cette frénésie de recherche du rendement, et ça peut finalement stimuler le biais court-termiste et spéculatif des grandes banques qui sont hyper actives sur les marchés financiers. Donc, c'est sans doute pas la bonne option. Donc, mieux vaut effectivement discuter des autres options qui partent d'un même principe au fond. Vous voyez que là, on n'arrive pas à acheminer correctement l'argent de la Banque centrale vers l'économie réelle. Essayons de l'amener directement là où il faut, essayons de l'amener directement à l'investissement, notamment à l'investissement productif. Bonjour à tous, donc je représente ici la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, et je vais vous présenter notre proposition. Elle est développée dans un document qui est là-bas, que j'ai oublié de prendre. J'en ai pas imprimé assez, mais il est sur notre site internet, il sera envoyé par mail. Donc voilà, vous pouvez vous servir. Donc cette proposition consiste à dire qu'il faut mobiliser la création monétaire de la Banque centrale européenne pour financer un plan d'investissement massif dans la transition écologique de nos sociétés. Ce plan serait décliné au niveau européen, national et régional. Donc je vais développer mon propos en 4 points. Premier point, pourquoi un plan d'investissement massif et pourquoi un plan d'investissement public ? C'est assez simple, vous avez vu dans les éléments de constat que nous étions toujours dans une situation économique très difficile. L'idée, c'est d'investir massivement pour sortir du marasme économique que nous connaissons depuis maintenant presque 10 ans. Pourquoi l'investissement public également ? Parce qu'il ne s'agit pas d'investir pour faire perdurer le système économique tel qu'il existe aujourd'hui. Il s'agit d'investir pour transformer profondément le système. Notre système économique surconsomme les ressources naturelles. Il provoque des pollutions qui sont tellement importantes qu'elles vont déstabiliser les grands équilibres planétaires tels que comme en témoigne par exemple le réchauffement climatique. Par ailleurs, c'est un système économique qui génère également des inégalités, de la précarité, de la pauvreté. Donc il faut investir massivement pour transformer profondément ce système économique dans le sens de la transition écologique et sociale. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire par exemple investir dans les transports en commun, ça veut dire investir dans les énergies renouvelables, dans la rénovation des bâtiments,
investir également dans toutes les entreprises, et notamment les PME qui développent des éco-innovations. Vous voyez bien, c'est un redéploiement massif du système productif dont on parle, et il ne s'agit pas, et ça c'est souvent une erreur qui est faite, il ne s'agit pas d'investir dans un secteur de l'économie. Non, la transition écologique, ça concerne tous les secteurs. J'ai oublié de parler notamment aussi également de l'agriculture, j'en parlerai après. Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, quels sont les besoins ? Nous avons évalué les besoins à environ 300 milliards d'euros par an sur les 10 prochaines années pour la zone euro, 60 milliards d'euros par an pour les 10 prochaines années pour la France. C'est sur la base d'un certain nombre de rapports internationaux qui sont parus sur les sujets de la transition écologique ou des Green New Deal. Vous avez les références dans le document dont je vous ai parlé. Donc ça représente à peu près 3% du PIB. Bien sûr, ces investissements, ce plan d'investissement dans la transition écologique ne sera pas financé uniquement par des fonds publics. Il faudra également que les fonds privés soient mobilisés. Seulement, il est essentiel que, dans un premier temps, les fonds publics soient mobilisés massivement. Pourquoi ? D'une part, parce qu'aujourd'hui, l'investissement est en berne, il est au point mort, et donc il faut un acteur qui soit suffisamment puissant pour lancer véritablement l'investissement, pour relancer l'activité économique. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, les investissements dont on parle sont des investissements qui sont plus risqués, parce qu'ils sont des investissements qui sont de long terme et qui portent sur les innovations de demain. Donc il y a un risque qui est assez important. Et les acteurs économiques aujourd'hui sont... il y a une très forte aversion au risque aujourd'hui. Et par ailleurs, ce sont des investissements qui ont une valeur ajoutée économique et sociale qui est extrêmement importante. Or, le système économique, la valorisation des projets aujourd'hui ne prend pas cela en compte. Pour reprendre également un jargon d'économiste, on dit que les externalités positives ou d'ailleurs négatives des investissements ne sont pas intégrées. Et donc, tous les impacts écologiques, sociaux, positifs, par exemple, de la rénovation énergétique des bâtiments ou de la conversion de nos modèles agricoles à l'agriculture biologique, ce n'est pas intégré dans la façon de valoriser ces projets. Il faut donc c'est donc à la puissance publique de donner cette direction, de donner un cap. Et puis plus généralement, on a quand même besoin aujourd'hui d'une vision d'avenir qui n'existe pas. Et donc, nos États seraient légitimes à donner cette vision d'avenir et à entraîner l'économie derrière. Ensuite, la mécanique financière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, alors on a donné pas mal de chiffres aujourd'hui. Sur le rapport annuel de la BCE, il est dit que la politique de quantitative easing a permis de créer 600 milliards d'euros, Banque centrale, pour racheter des actifs sur les marchés financiers. Et également, dans le document, vous avez le petit schéma qui raconte ça. Donc 600 milliards de liquidités en plus pour les acteurs financiers. Dans le même temps, l'investissement dans la zone euro, mesuré par la formation brute de capital fixe, n'a augmenté que de 69 milliards d'euros. Donc vous voyez bien, 600 milliards d'un côté, 69 milliards de l'autre. Je sais que ça ne se fait pas en communication directe, mais ça montre bien que le canal de transition, de transmission de la politique monétaire de Banque centrale à la politique économique, à l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle ou l'économie productive, ne se fait plus. Donc nous, ce qu'on propose, c'est très simple, c'est de mobiliser cette création monétaire de la Banque centrale pour financer des banques publiques. C'est déjà possible. Pour les traités européens permettent déjà cela. Donc mobiliser la politique monétaire la création monétaire de la Banque centrale pour financer des banques publiques qui elles-mêmes financeraient les projets soumis par les États, les collectivités territoriales, les opérateurs publics. Alors vous imaginez bien que, et ce sera mon dernier point, ce sujet nécessite une gouvernance absolument exemplaire et une participation citoyenne. Encore une fois, l'objectif c'est de redonner de l'espoir à tous, c'est de redonner du souffle au projet européen qui en a bien besoin aujourd'hui, c'est de donner à tous nos concitoyens une vision d'avenir. C'est pas d'avoir 3 experts dans un coin qui nous disent quels sont les bons investissements à réaliser. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre en place et de lancer au plus vite un débat citoyen massif au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, en fonction de la pertinence des investissements à réaliser. On ne réalise pas les mêmes projets au niveau européen qu'au niveau régional. Vous en êtes bien, je ne vous apprends rien en vous disant cela.
Et donc ce débat citoyen aurait pour objectif d'une part de définir la gouvernance de ce plan d'investissement. On imagine bien qu'il y aurait un certain nombre d'institutions publiques qui seraient en charge de piloter ce plan. Mais encore une fois, ce n'est pas 3 experts ou 3 fonctionnaires dans un coin qui vont faire ça, même malgré le respect que j'ai pour les experts et pour les fonctionnaires. Il faut que ce soit une gouvernance qui intègre les acteurs représentatifs de la société civile et qui permettent de faire un reporting et une traçabilité très importante de cette politique de création monétaire qui est une politique exceptionnelle. Ensuite, ces débats publics auraient pour objectif de définir les grands objectifs du plan, les grands domaines d'investissement, les critères de choix des projets. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait seulement des critères financiers, il faut aussi qu'il y ait des critères physiques. Comment ces projets contribuent-ils à la réduction de la consommation de ressources, à la réduction des pollutions. Et puis également, ça permettrait de définir les critères d'évaluation et les modalités de reporting du plan. Bien sûr, vous me direz, un débat public, mais ça va prendre du temps, tout ça. Oui, ça va prendre du temps, et ce temps est nécessaire. Pour faire un vrai débat public, il faut laisser le temps du débat. Donc, c'est une mesure à mettre en place très rapidement. Et en parallèle, certains projets qui reçoivent déjà une forme de consensus important dans la société pourraient être développés. C'est par exemple la rénovation énergétique des bâtiments publics, des écoles, des collèges, des lycées, des hôpitaux, des casernes. Ça concerne l'ensemble des citoyens. Et d'autre part, la conversion à l'agriculture biologique d'un certain nombre d'agriculteurs. Je ne vais pas développer davantage pour laisser plus de temps, suffisamment de temps à mes collègues, mais vous avez tous les éléments dans ce document que vous pouvez récupérer. Je vous remercie beaucoup. Donc, je suis Christopher Denbick, économiste chez Saxo Bank. J'interviendrai au niveau du dividende monétaire. 4 points, on va être extrêmement didactique afin que tout le monde comprenne de quoi on parle. Tout d'abord, quelques éléments de contexte sur le dividende monétaire. Au final, c'est une idée qui est très novatrice. C'est une option, bien évidemment, une option qui doit être encore discutée, dont la mise en application, on va l'évoquer ensemble, mais n'est pas complètement aboutie. C'est vraiment un sujet de discussion à l'heure actuelle. Idée novatrice, mais pas complètement. Si vous regardez dans la littérature économique, on avait par exemple Keynes qui nous parlait de cette fameuse image dans les années 30 de bouteilles remplies de billets d'argent qui seraient enfouies dans des mines de charbon et qui seraient découvertes et qui pourraient permettre éventuellement une hausse des dépenses, une hausse de la croissance. Derrière cette image, au final, c'est un élément de la littérature économique qui apparaît un peu partout, puisque Friedman en parlait, Bernanke bien évidemment. C'est à la fois l'aspect hélicoptère-monnaie, mais derrière cela aussi, vous avez bien sûr l'idée de revenu de base qui se met en place. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs éléments. Et ça a bien été rappelé, je crois que c'est l'élément crucial aujourd'hui qui explique les difficultés en zone euro, c'est l'absence d'investissement, que ce soit public ou privé. Aujourd'hui, on le sait très bien, la Banque Centrale Européenne ne peut pas financer les États directement, même si elle le fait indirectement sur le marché secondaire. Mais en tout cas, elle ne peut pas le faire directement sur le marché primaire. L'idée derrière cela, et les options qu'on essaye aussi d'évoquer aujourd'hui, c'est de contourner ce problème pour essayer de voir comment on pourrait avoir une demande qui soit davantage stimulée au niveau européen. Comment ça se passerait en termes de fonctionnement? Le fonctionnement est relativement simple. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la BCE transfère une somme d'argent spécifique, le montant n'est pas défini, vous avez des études, notamment de la Fondation Jean Jaurès, qui préconise un montant autour de 700 €. En tout cas, le montant reste à débattre, mais un montant qui soit versé à chaque citoyen de la zone euro. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, le filtrage? C'est assez simple. Chaque citoyen a un numéro de sécurité sociale. Ça peut être un moyen, effectivement, de fournir des liquidités de manière assez aisée et que ce soit répliqué dans chaque pays de la zone euro. Cette somme d'argent serait transférée directement sur le compte bancaire de chaque citoyen de la zone euro. 3 usages possibles. Le désendettement, puisqu'effectivement, dans certains pays, notamment dans les pays du sud de l'Europe, vous avez parfois un taux d'endettement des ménages qui est très important. C'est moins le cas si on ose comparer en France ou encore en Allemagne. Deuxième point, celui tout simplement de la consommation. Et le troisième point, qui peut être aussi à débattre, c'est qu'une partie de cette somme soit bloquée sur les comptes bancaires, permette de financer des investissements publics et qu'évidemment, il y a un retour sur investissement sur le long terme pour les citoyens. Dans tous les cas, bien évidemment, comme vous le voyez, les propositions ne sont pas complètement arrêtées, vous avez plusieurs possibilités possibles. Mais ça vous ouvre effectivement des voies de réflexion qui sont assez intéressantes. Ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez avoir un contre-argument qui est assez direct, c'est de dire oui, mais on vous prête de l'argent de manière gratuite, on prêtera de l'argent de manière gratuite aux citoyens.
Le problème, je voudrais dire, il suffit de regarder la politique monétaire qui a été menée depuis 2008. Peu ou prou, c'est ce qui a été fait au niveau des marchés financiers et malheureusement, il y a une grande déperdition d'argent puisque, comme ça a été répété à très juste titre, une grande partie des liquidités mises à disposition par les banques centrales ont servi soit à rééquilibrer le bilan des banques, soit éventuellement à de la spéculation. Assez peu est rentré dans l'économie réelle. Le fonctionnement de ce dividende monétaire est assez simple. On peut tout à fait imaginer le principe de la dette perpétuelle avec un taux zéro. Voilà, c'est très simple pour essayer de mettre en place ce dispositif du point de vue purement technique. L'autre point, c'est de voir à peu près les avantages. Il y a bien sûr des inconvénients, mais de mon point de vue, les avantages sont très nombreux. On en compte au moins 5 ou 6. Le premier avantage, c'est lorsqu'on parle de banque centrale ou d'argent, d'endettement, de dette, on va tout de suite se dire que ça pourrait avoir un impact négatif éventuellement sur la dette des États. Dans le cas, le dividende monétaire n'entraîne pas de hausse de l'endettement des États, sachant qu'effectivement, il y a des contraintes budgétaires qui sont extrêmement accentuées à l'heure actuelle, et ça n'aura pas d'influence sur les taux d'intérêt. De facto, les taux d'intérêt qui sont très bas devraient le rester tant que la politique monétaire de la BCE est aussi accommodante. L'autre avantage, le deuxième avantage, c'est aussi que ça court-circuite le circuit bancaire. Alors peut-être pour un économiste de banque, ça peut sembler assez particulier d'avoir ce type de proposition. Le fait est qu'aujourd'hui, on le voit assez bien, les banques ont un problème. En zone euro, vous avez différentes situations, c'est assez contrasté, mais par exemple dans les pays du sud de l'euro, on voit qu'il y a un problème d'offre de crédit. En France, c'est moins le cas selon les enquêtes de la Banque de France. Mais effectivement, le vrai problème, on le sait bien au final en termes de dynamique de croissance, est situé dans les pays du sud de l'Europe. Donc le fait de court-circuiter le système bancaire traditionnel est une option qui semble en tout cas aujourd'hui assez viable et pertinente. Le troisième avantage, c'est que vous avez l'aspect stabilité financière. Ça ne va pas entraîner de bulle de crédit tout simplement. On sait tous, et je suis d'accord avec ce qui a été évoqué, qu'on va vraisemblablement vers une nouvelle crise financière, mais au moins l'avantage, c'est que ce système, ce mécanisme qui est évoqué, ne va pas créer des bulles sur certains segments de marché. Très loin de là, on est sur l'économie réelle, ça aura des applications qui seront immédiates. L'autre point, c'est aussi que l'effet redistributif sera positif. Ça n'entraînera pas de hausse des inégalités. Et on peut tout à fait considérer qu'au final, ce revenu gratuit, cet argent donné, soit donné à chaque citoyen, sans distinction éventuellement même de revenus. C'est bien sûr un aspect à débattre, mais au moins l'avantage qu'on constate, c'est que ce mécanisme ne va pas favoriser l'accroissement des inégalités, puisque vous le savez assez bien, au final, qui investissent sur les marchés financiers, ce sont déjà ceux qui en ont plus le moyen. Donc on voit assez bien que lorsqu'on a des taux très bas, on peut emprunter pour investir sur des actifs, j'oserais dire par exemple le CAC 40. Donc ces aspects sont, de mon point de vue, essentiels, expliquent vraiment l'intérêt aussi de cette démarche. L'autre point, l'une des critiques qui est souvent évoquée, c'est de dire le problème, c'est que ça peut entraîner tout simplement une hausse de l'épargne. Étant donné qu'on le sait tous très bien, les agents économiques n'ont pas confiance dans l'avenir et la plupart des études le montrent bien, cet argent n'ira pas dans le circuit réel, il sera simplement sur les comptes en banque et ne bougera pas. Le fait est que vous avez plusieurs études qui montrent qu'au final, notamment ce type de dispositif, et là en l'occurrence des études qui datent des crédits d'impôt qui ont été faits aux États-Unis en 2001 et en 2008, les études sont assez explicites. Au final, qu'est-ce qu'on constate? Assez simple. Lorsque ces crédits d'impôt ont servi directement à la consommation dans les mois suivant leur obtention, 40 à 60% du montant a été dépensé dans les mois suivant leur obtention. Bien évidemment, la population qui est le plus concernée, qui a le plus abondamment, la propension à dépenser était la plus importante pour les populations les plus pauvres et les plus endettées. Mais ce qui est important de voir, c'est que vous voyez au final l'aspect on va thésauriser tout simplement parce qu'on n'a pas confiance dans l'avenir. Je vous rappelle, 2008, on était quand même en pleine période de crise. 2001, c'était la même chose des États-Unis. Finalement, on n'a pas de démonstration véridique à cet égard. On a quand même une propension à dépenser qui sera importante. Donc vous aurez dans les mois qui suivent l'argent qui sera entré dans le circuit de l'économie réelle. Et ça, de mon point de vue, c'est vraiment l'élément qui est essentiel parce que la vraie critique aujourd'hui, lorsqu'on parle de dividendes monétaires, c'est tout simplement de dire que ça n'ira pas, ça restera sur les comptes en banque parce que les Français, les Allemands, les Italiens n'ont pas confiance. Le fait est que non, d'après les études. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, ce type de dispositif, je vous parlais aux États-Unis, ça va avantager essentiellement les ménages qui étaient le plus en difficulté économique. Bien évidemment, au niveau de la situation de l'union monétaire, ça avantagera surtout aussi les pays du Sud qui en ont le plus besoin. Bien évidemment, vous avez aussi,
quelques autres critiques, et là c'est la critique qui sera principale, en termes de mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a un biais, le problème est politique bien plus que technique. Le problème, ce sera la situation, la position de l'Allemagne face à ce type de proposition. On sait très bien que l'Allemagne a une vision assez orthodoxe de la politique monétaire et il y a des recours juridiques, notamment auprès de la Cour constitutionnelle allemande. L'Allemagne l'a d'ailleurs fait pour les autres aspects de la politique monétaire expansionniste de la BCE. Ça, c'est un point, j'oserais dire, qui reste inconnu. Et c'est plus la pression publique, la pression politique qui pourra faire avancer, éventuellement trouver un point d'accord avec l'Allemagne. Mais en tout cas, du point de vue purement juridique, aujourd'hui, j'oserais dire que vous avez un flou artistique au niveau des traités qui permet la mise en place éventuellement de ce dividende monétaire. Parce que l'article 123 du traité de Lisbonne montre bien qu'effectivement, vous ne pouvez pas financer, la Banque Centrale Européenne ne peut pas financer l'endettement des États, c'est incontestable, on le sait très bien, mais par contre, il n'est nullement mentionné qu'on ne peut pas éventuellement avoir cet aspect dividende monétaire en faveur des citoyens de la zone euro. Donc bien sûr, on le sait très bien, le problème juridique peut être un peu plus tortueux à long terme, mais j'oserais dire qu'il y a un flou juridique qui est aujourd'hui à l'avantage du dividende monétaire, et c'est justement ce qui permet de concrétiser, d'espérer que ça puisse être une avancée concrète dans les années à venir. Pour conclure, en un mot, lorsqu'on parle de dividende monétaire, on a quand même parlé beaucoup d'hélicoptère monnaie derrière cela. Ce qui est important de voir, c'est que l'idée de base, c'est surtout le revenu universel. Le revenu universel peut être tout à fait pertinent dans une situation où on est quand même dans une forme de stagnation séculaire, on sera d'accord ou pas avec le terme, mais en tout cas la croissance est beaucoup plus faible et on ne voit pas aujourd'hui j'oserais dire, de moyens d'impulser une croissance forte. Il faut peut-être considérer que la croissance qu'on a connue depuis les 30 Glorieuses, qui était assez forte, est derrière nous et c'est un épiphénomène dans l'histoire humaine. Et derrière cela aussi, le revenu de base, bien évidemment, à long terme, de mon point de vue, ne doit pas être porté par la politique monétaire, mais bien plus par les États. Ce serait un très beau projet européen positif, mais là, il faut aussi une politique fiscale européenne unifiée, et on sait très bien, on en est encore très loin. Merci à tous. Frédéric Bocara, je suis économiste aussi, de la revue Économie et Politique. Et je voudrais d'abord, je vous remercie d'être venu, et je voudrais partager avec vous une idée clé qui nous est commune, l'idée que, en réalité, l'utilisation de l'argent est une question cruciale, et qu'elle doit devenir une grande question populaire, j'ose dire, de démocratie et de critères. Alors, je voudrais décrire, pourquoi il faut quand même urgemment un autre quantitative easing, on en a un peu parlé. Deuxièmement, la logique qu'il pourrait avoir. Et troisièmement, surtout, comment on peut faire cet autre quantitative easing en faveur des services publics et de l'emploi. Alors, il nous faut effectivement un quantitative easing vraiment pour les gens. C'est nécessaire et pour l'économie et pour la vie des gens. On l'a dit, l'Europe est au bord d'une crise grave, d'une rechute, d'une nouvelle crise financière peut-être plus grave que la précédente. Comme on a eu après les années 30, on a eu 38 comme crise. Mais aussi parce qu'il y a besoin de création monétaire, il y a besoin d'argent nouveau, parce que avant de produire, il faut des avances. Je prendrai juste 2 exemples. Avant de produire, il faut former, donc il faut des écoles, il faut des avances pour former les gens. Ou avant de produire, il faut investir, il faut des machines, et donc c'est aussi des avances. Donc c'est normal d'avoir besoin de création monétaire et d'avances, si on veut une activité. Et donc il faut l'amener par création monétaire, mais très différemment. C'est ça le fondamental. Flécher, il y a une flèche là, sur le truc. Flécher différemment. Orienter, c'est ça la question, et la maîtrise démocratique, consciente, avec toute la transparence des citoyens. Et ça va faire 2 choses économiquement, parce qu'il faut faire ces 2 choses. Il faut stimuler la demande, mais aussi transformer l'offre. On ne peut pas dire qu'on va rester avec la même production, parce qu'en réalité, cette production, non seulement elle est très peu écologique, pour ne pas dire anti-écologique, mais elle démolit tout le potentiel et tout le tissu social, l'emploi, les délocalisations, tout le tissu social de l'Europe. Donc il faut une nouvelle offre, en même temps qu'on stimule la demande. Alors, on a cette création monétaire massive dont on a donné les chiffres, bientôt 1600 milliards d'euros qui sont visés, déjà 1100 qui ont été mis. On a vu que le quantitative easing actuel maintient un peu les choses, mais nourrit largement la spéculation. Parce qu'on laisse aux détenteurs de titres et aux marchés financiers
la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec l'argent qui leur est donné. Alors bien sûr, il y a les banques. Mais la Banque Centrale Européenne, c'est une institution publique, c'est l'argent des citoyens qui est créé, c'est un bien commun, la monnaie. Et donc comment on est en levier sur les banques, même s'il faut aussi développer les banques publiques. Alors le but, ce serait développer les gens et leurs capacités et soutenir une production qui répond à des critères sociaux et écologiques. Une remarque économique, c'est l'efficacité économique. Parce que qu'est-ce qui sécurise la création monétaire? C'est qu'il y a une production en face. C'est qu'il y a une valeur ajoutée en face. Donc, il faut s'assurer que ça va développer la valeur ajoutée et pas l'enflure financier. Et deuxièmement, qu'est-ce qui sécurise de plus en plus l'activité? C'est de plus en plus les qualifications des gens, leurs compétences, avec toute la révolution informationnelle, toutes les nouvelles technologies. Les gens, leurs compétences sont au cœur de l'efficacité économique. Et socialement, bien sûr, on réduirait ainsi les inégalités. Alors, il s'agit de marcher sur deux pieds complémentaires. Les services publics et les entreprises. Les services publics. Développer les services publics, ça stimule tout de suite la demande. Mais ça joue sur l'offre aussi. Ça stimule la demande parce que les services publics, c'est pour beaucoup les salaires. Les enseignants, les infirmières, les chercheurs, etc., etc. Mais ça prépare une nouvelle offre parce que c'est la formation des gens, c'est leur capacité, c'est leur mise à niveau. Mais les entreprises constituent le second pied. Alors, si on forme les gens et qu'il n'y a pas d'emploi, ça ne va pas. Donc cette question des entreprises, et elles sont au cœur de la production et d'une nouvelle production écologique et sociale. Mais leur situation, il faut arriver à créer une autre relation des entreprises et des services publics avec le financement. Alors, premier pied pour les services publics. Je propose et nous proposons de créer un fonds européen de développement social et écologique solidaire. C'est une proposition qui est formulée depuis quelques années déjà au lendemain de la crise, qui n'est pas encore suffisamment connue. C'est un fonds européen écologique, social et solidaire qui serait créé soit par plusieurs États d'Europe, soit, l'idéal, par tous les États de l'Union européenne. Il serait inséré entre, d'un côté, la Banque Centrale Européenne, de l'autre côté, les États nationaux. Le fonds achèterait les titres de dette publique des États nationaux si et seulement si ces titres de dette publique financent des dépenses qui développent les services publics et l'emploi. Il les achèterait à 0%, comme il fait actuellement, mais de façon aveugle. Là, ce serait de façon beaucoup moins aveugle. Et il recevrait l'argent de la Banque Centrale Européenne pour cela. Vous voyez, et là, le fonds, il y a la Banque Centrale Européenne, il y a les États nationaux. Il achèterait les titres des États nationaux en recevant les fonds de la Banque Centrale Européenne. Une partie des 80 milliards d'euros que la BCE crée chaque mois. Il conserverait d'ailleurs les titres. Comme ça ne circule pas sur le marché financier, il ne serait pas soumis à spéculation. Et sa gouvernance est fondamentale, bien sûr. On mettrait beaucoup de démocratie dans ce fonds. Sa gouvernance pourrait comprendre des députés du Parlement européen, des représentants du Parlement européen, des représentants des parlements nationaux et des représentants des forces syndicales et sociales au niveau européen. Et on peut même penser, et nous proposons, une saisine du fonds par le terrain à partir de projets de développement de services publics d'un certain montant, un appel au fonds et évaluation, toute une transparence et une interaction là-dessus. Alors, vous allez me dire, les traités européens interdisent ça. Non, ils permettent cela. Nous savons que l'article 123.1 du traité de Lisbonne interdit le financement direct par la Banque Centrale Européenne des dépenses publiques et des États. Mais l'alinéa suivant, le paragraphe d'après, c'est 123.2, facile à retenir, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 1 interdit, 1, 2, 3, 2, il autorise. Il autorise le financement des États, d'institutions financières publiques par la Banque Centrale Européenne. Et ce fonds européen serait cette institution financière publique. C'est autorisé par l'article 123.2. Donc le fonds peut recevoir l'argent de la BCE, et effectivement, elle peut financer les dépenses publiques. Alors, bien sûr, c'est commencer à changer la logique des traités, mais en fait, on a déjà commencé à s'interroger sur la logique, et on essaye, tout le monde en réalité, même la Banque centrale, essaye de changer
tâtonner sur les changements de logique, mais sans changer les critères. La Banque centrale s'est plainte que l'argent ne va pas à l'économie réelle. Mais quels moyens s'est-elle donné? Acheter des titres les mieux cotés sur les marchés financiers. C'est pas ça le critère. Service public d'un côté, les nouveaux euros permettront de développer les écoles, la recherche, etc. Et de l'autre côté, les entreprises, et je conclue là-dessus, il faut développer les entreprises, leur emploi et leur valeur ajoutée. Comment? C'est le deuxième axe. La Banque centrale européenne a une action sur les banques. Puisque quand les banques ont besoin d'argent, la Banque centrale les refinance en contrepartie des crédits et des titres. Eh bien, elle doit donner une règle du jeu. Elle ne doit pas refinancer n'importe quoi. Elle doit mettre des critères positifs et précis. C'est ça la démocratie, la transparence et la maîtrise. 3 types de critères. Emploi, valeur ajoutée, écologie. C'est-à-dire matières premières, économie de matières premières et de rejet polluant. Emploi, valeur ajoutée, écologie. Donc, plus les crédits qu'apportent les banques servent à des investissements qui développent l'emploi et la valeur ajoutée, ou sont écologiques, plus on prend un taux très bas. Donc les banques ont intérêt à faire ces financements et la Banque centrale européenne impulseur. Bien sûr, ça ne se fait pas. Il peut y avoir d'autres éléments, mais ce serait l'action majeure à partir de ces 80 milliards qui, aujourd'hui, les 80 milliards, ils vont essentiellement à la spéculation. Il faut savoir qu'en France, par exemple, en 2015, on a eu 31 milliards d'euros qui sont sortis d'exportation de capitaux au titre net des investissements de portefeuille, des investissements directs étrangers. Comme ça. Donc, voilà, je crois, ces 2 leviers permettraient d'engager une dynamique sécurisant progressivement l'économie et les gens. Et on a cette convergence pour mettre dans la société le débat sur la façon dont la Banque centrale européenne doit utiliser son argent, flécher cette création monétaire qui est faite chaque mois par elle, pour qu'elle aille à l'emploi, au social, à l'écologie. Merci.